Léa Salamé, votre invité ce matin est président du groupe Les Républicains au Sénat. Oui, bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Léa Salamé. Merci d'être avec nous ce matin. Voilà, Dominique Se vient de préciser les choses encore plus clairement. On a depuis hier soir le plan en 3 étapes du déconfinement. En clair, première étape le week-end prochain, deuxième étape le 15 décembre, troisième étape le 20 janvier si tout va bien. Vous demandiez à Emmanuel Macron, avant son allocution, je vous cite, de la clarté, une perspective et du bon sens. Avez-vous entendu tout cela hier soir? Êtes-vous satisfait ce matin? Partiellement, je l'ai trouvé sans doute plus tendu que d'habitude, mais aussi plus précis que d'habitude. Il a donné une perspective en donnant des échéances. Le bon sens, oui et non. On est toujours un peu dans l'absurdistan quand on voit, par exemple, pour les cultes, la limitation à 30 fidèles, quelle que soit la chapelle ou la grande cathédrale. Ça veut dire que dans une grande cathédrale, vous aurez moitié moins de personnes que, par exemple, dans une voiture de TGV. Donc, on est toujours dans l'absurdistan. Mais en tout cas, il y a une perspective. La question maintenant, la grande question, c'est est-ce que Emmanuel Macron fera demain, notamment en termes de méthode, pour reprendre le contrôle de l'épidémie, ce qu'il n'a pas su faire durant ces 9 derniers mois. C'est toute la question de la méthode sur le dépistage, sur le traçage et sur l'isolement. Alors justement, il a reconnu que la stratégie tester, tracer, isoler n'avait pas pleinement marché, il l'a dit hier. Il veut ouvrir un débat au Parlement pour sanctionner plus durement ceux qui ne s'isolent pas quand ils sont testés positifs. Ça existe dans d'autres pays avec des amendes très lourdes. Est-ce que vous y êtes favorable? Moi, je ne suis pas favorable pour l'obligation pour la vaccination. Je ne suis pas non plus favorable pour l'isolement. Je pense en revanche qu'on peut avoir un isolement qui soit à la fois contrôlé, un peu comme les arrêts maladie d'ailleurs, et qui soit mieux accompagné. Mais avant de le rendre obligatoire, faut-il le rendre possible ? Parce que, souvenez-vous, dans le premier confinement, il y a un grand groupe hôtelier qui avait mis à disposition des hôtels. Il n'y a eu personne en réalité. Le groupe Donc Accor. il y a une volonté à avoir, mais au-delà de ça, il y a une stratégie de dépistage qui pour l'instant a échoué. Il faut une méthode, cibler les plus de 65 ans, les fragiles, dépister toutes les semaines les EHPAD. Il faudra aussi tracer. Là aussi, grande faillite, le traçage. Si on veut reprendre justement la main, le contrôle de l'épidémie, il faut tracer les clusters. Comment fait-on? À partir des stations d'épuration. On l'a fait à l'Île-Dieu, en Vendée. On le fait aussi à Marseille. Puis ensuite, on va tester plus finement. Et il faut faire surtout ce que les Japonais, les Allemands commencent à faire, c'est-à-dire un traçage rétroactif, rétrospectif, pour remonter et pour trouver dans la chaîne de contamination, pour trouver les super contaminateurs, parce qu'on sait désormais qu'environ 15% des cas positifs contaminent sont responsables d'à peu près 80 à 90%. Donc, Ouais. comme on ne peut pas tracer tout le monde, eh bien, traçons au moins les super contaminateurs. C'est ça la méthode. C'est ce que je demande d'ailleurs depuis le départ au gouvernement et à Emmanuel Macron. Ouais, la vaccination commencera dès fin décembre, début janvier pour les plus fragiles et les plus âgés. Il y aura ensuite une campagne de vaccination pour tout le monde. Nous serons prêts au rendez-vous du vaccin, a dit hier Emmanuel Macron. Êtes-vous rassuré sur ce plan-là? Non, je ne serai rassuré que devant les faits, parce que depuis, écoutez, on a eu pour le premier confinement l'affaire des masques, on a eu ensuite cet été l'affaire des tests. Donc on voit bien qu'on a la machine bureaucratique française qui pourtant emploie beaucoup, beaucoup de monde et souvent inefficace. Simplement, faisons attention, c'est fondamental, ce sera un acte de générosité. Je me ferai vacciner. Il faudra convaincre les Français qui sont parmi les peuples européens les moins convaincus. Le plus réticent. Le plus réticent, bien sûr. J'apporte juste une nuance à ce que je disais. Je pense que quand même, pour le personnel soignant, dans les EHPAD, je pense qu'il faut vraiment qu'ils puissent être vaccinés parce qu'ils peuvent être des vecteurs d'introduction dans ces lieux clos avec des personnes fragiles. Là, je pense qu'on peut se poser la question de l'obligation vaccinale sur ces personnes. Vaccination obligatoire pour les soignants. Je serais en tout cas engageant un débat, y compris avec les personnels de santé. Mais très franchement, quand je vois, moi, les EHPAD, ça peut être dramatique. Les aides sont renforcées pour les restaurants, bars, cafés qui ne pourront pas rouvrir avant le 20 janvier au plus tôt. Ils pourront donc toucher 20% de leur chiffre d'affaires de 2019. Vous dites c'est bien ou combien ça va encore nous coûter cette mesure?
Moi, je pense qu'il faut continuer à travailler. Il ne faut pas se résoudre au 20 janvier. Je pense qu'on va perdre des dizaines de milliers d'entreprises, restaurateurs, bars, etc. Donc vous dites qu'il faut ouvrir les restaurants plus tôt que le 20 Il janvier? faut tâcher de le faire, en tout cas. Je ne suis pas péremptoire. Je pense qu'il faut travailler pour le faire. Comment Quand? travailler pour les commerces? Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, on ne peut pas se résoudre à ça comme une fatalité. Je pense qu'il faut faire attention. Il faut concilier l'économie et puis aussi le sanitaire. Mais ça, c'est un impératif. Ouais. C'est-à-dire, il faut, vous ne vous résignez pas à... Non, je me résigne pas. Je pense qu'on peut travailler. Peut-être que l'ouverture, par exemple, pour le déjeuner, etc. Je ne veux pas être préemptoire parce que je sais que c'est difficile. Simplement, il faut mettre les gens autour de la table. Il faut discuter avec eux. Moi, je me suis battu depuis le départ pour l'ouverture des commerces de proximité parce que c'était l'Absurdistan. Parce que c'était incroyable qu'on ne puisse pas acheter chez son libraire, au coin de la rue, son livre, alors qu'on pouvait aller dans n'importe quelle grande surface. Donc, je crois que, bien sûr, le gouvernement dépense. C'était votre question. Oui, c'est Mais ça. il J'allais fait vous dire, ce vous m'avez qu'on pas sait. répondu. Mais il fait ce que les hommes et les femmes politiques en France savent le mieux faire. Dépenser l'argent qu'ils n'ont pas. Dépenser l'argent des fautes. La France sortira de cette affaire affaiblie. Plus que beaucoup d'autres pays européens, plus que beaucoup d'autres pays dans le monde. À Elle cause sortira du quoi, pardon, ruinée à cause du quoi qu'il en coûte? à cause du quoi qu'il en coûte, bien sûr. Pour la première Mais y fois, avait-il une peut-être que Dominique se le alternative? sait, pour la première fois, l'État va emprunter cette année plus que ce qu'il va gagner. On va emprunter environ 260 milliards sur les marchés financiers et les recettes fiscales, c'est 250 milliards. On ne peut pas ne pas s'interroger. Évidemment, les hommes politiques, vous savez, la meilleure devise d'un homme politique français, c'est « je dépense, donc je suis ». Parce que la dépense crée l'illusion d'une forme de puissance, de pouvoir. Je ne dis pas que... Et y avait-il le choix là Non, quand non. il y avait un chômage qui allait exploser? Fallait-il Évidemment, ne non. pas... J'ai été un des tout Ben voilà. premiers dans un grand quotidien économique le 11 mars à proposer un certain nombre de pistes qui ont d'ailleurs été reprises. Simplement, vous savez, même avant la crise, même avant le plan de relance, la France, dans l'échelle, dans le classement des pays les mieux gérés, nous sommes à l'avant-dernier rang avec la Roumanie. Donc, la crise sanitaire, elle a bon dos pour ne pas faire les réformes qu'on aurait dû faire, bien sûr, avant et qu'Emmanuel Macron n'a pas fait. Vous ne croyez pas à ce qu'a dit Emmanuel Macron hier? On ressortira plus fort de cette crise. On a analysé nos faiblesses, on est en train de les corriger. La bureaucratie, tout ça. Il a dit, moi je suis prêt, comment dire, évidemment qu'il faut être modeste, bien sûr, et évidemment que c'est un choc qui est brutal, mais on peut se comparer. Et quand on se compare, on ne se console pas, on se désole plutôt. Je pense qu'il n'a pas bien protégé les Français et la France. Le taux de mortalité est quand même un des taux de mortalité importants en Europe, alors qu'on a la première dépense de santé. Et puis, je pense que la France sera affaiblie. L'État plus efficace, est-ce que les Français se sont rendus compte que nous avions désormais un État plus efficace? Non, on est dans l'Absurdistan, je crois. Bruno Retailleau, 2-3 questions sur d'autres sujets. Le projet de loi sécurité globale pour protéger les policiers a été voté hier à l'Assemblée nationale. Il arrive au Sénat. Le sénateur de votre groupe, Philippe Bas, veut modifier le fameux article 24 qui pénalise la diffusion malveillante d'images de policiers en affirmant qu'il est inutile pour les policiers, inapplicable, inconstitutionnel et qu'il représente une atteinte à la liberté d'informer. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça? Je confirme que nous sommes, avec Philippe Bas et avec François-Noël Buffet, qui préside désormais la commission des lois, nous sommes en train de travailler à une rédaction. Il y a une très mauvaise rédaction. On va essayer de faire en sorte de clarifier les choses, notamment en matière pénale, notamment pour réserver sur notamment les services électroniques, Internet, pour dégager la presse, les journalistes de ce qui pourrait être en réalité un empêchement de faire son travail. Et puis, il faut aussi quand même protéger les policiers et les gendarmes. Donc, le Sénat, et c'est un peu notre savoir-faire, d'un point de vue de la technique juridique, nous sommes en train d'y travailler pour trouver ce chemin de crête. Et nous le trouverons. Les images lundi soir du camp de migrants délogés par la police place de la République ont choqué Gérald Darmanin, qui a saisi l'IGPN. Vous ont-elles choqué également? Non mais, moi, je suis du côté de la police. Qu'il y ait des dérapages, il faut les sanctionner. Évidemment, des dérapages individuels. Ce que je veux dire, c'est que de la façon la plus solennelle qui soit, la faute à qui? La faute à des activistes d'extrême gauche d'avoir organisé cet événement. Parce que ceux qui pensent en France que ça s'est produit comme ça, que tout à coup, place de la République, il y a eu un rassemblement de migrants, qu'il y a eu des robes noires, des avocats, qu'il y a eu des caméras, ça n'était pas du tout quelque chose qui avait été spontanément réalisé. C'était évidemment organisé. Et donc c'est une provocation. Et quand on a des provocations, on endosse la responsabilité ensuite qu'il peut y avoir. 10 secondes, vous vouliez parler de l'Arménie. Pourquoi ?
Parce que au Sénat, cet après-midi, nous allons voter une résolution importante qui va reconnaître la République, en tout cas demander au gouvernement français de reconnaître la République d'Artsakh, du Haut-Karabakh. C'est important parce que ce qui se passe là-bas nous concerne ici. Ça nous concerne parce qu'il s'agit de mettre un frein à l'expansionnisme islamiste, monsieur Erdogan, qui le fait là-bas, mais qui le fait chez nous. Je vous rappelle, à Chypre, dans les eaux territoriales grecques. Et puis aussi l'Arménie, c'est un lien qui est multiséculaire. Et on a tant de visages français et qui sont arméniens qui nous ont prouvé qu'on pouvait conjuguer l'amour de la grande patrie, la France, et l'amour de la petite patrie charnelle, l'Arménie. Ils ont prouvé, nos amis arméniens, qu'on pouvait être français sans rien renier de ses racines. Et ça, c'est un beau message aussi. Merci et belle journée à vous, Bruno Retailleau.